cette base militaire, ce que les Africains doivent comprendre, si on voit ce qui se passe au Tchad avec les bases militaires, c'est ce qui est susceptible de se passer partout. Partout où leurs intérêts seront mis en branle. Comme je l'ai expliqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez les bases militaires qui sont là et on pense qu'elles sont là avec des accords. On dit des accords. Ces accords, c'est eux qui décident quand est-ce qu'il faut les appliquer et quand est-ce qu'il ne faut pas les appliquer. C'est très important. Parfois, il n'y a même pas d'accord. Ça ne correspond à rien, mais ils vont dire, ils veulent intervenir, ils vont intervenir. Ils vont dire, protection de nos ressortissants. Vous l'avez entendu parfois. Donc, aujourd'hui, par exemple, par rapport à Idriss Déby, comment ils sont arrivés et de quel droit ils ont massacré tous ces jeunes Tchadiens. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. 96, vers 94, 4 ans après son arrivée, 94, 96, 98, 2003, 2006, 2008, 2019, tout ça là, ces rébellions-là, elles ont toutes été décimées par les bombardements des Mirages et des hélicoptères français. Mais de quel droit? C'est ça que les Africains doivent se poser la question. C'est-à-dire que ça pose d'énormes problèmes au Tchad, où vous voyez ce qu'un Mirage fait sur une colonne, ce qu'un Mirage peut faire, déchiqueter des jeunes garçons de 17, 16 ans, 17 ans, au nom de quoi et de quel droit? Elles le font, parce que pour elles, c'est elles qui décident, puisque le régime en a besoin, on estime. Quand c'est eux qui font des opérations pour, par exemple, sortir, par exemple, le président Habré, ils ont monté une opération au Soudan avec la moitié de l'armée soudanaise. Gaddafi a donné l'argent et les équipements, et ils ont mis Idriss Déby du Soudan. Ils sont venus pour faire la guerre et faire tomber le président Habré. Maintenant, quand c'est des autres, maintenant c'est eux, ils les qualifient, maintenant c'est à la mode, terroristes, islamistes, machin, chouette, djihadistes. Ils ne sont ni des djihadistes, ni des islamistes, ni des terroristes. Ce sont des jeunes Tchadiens complètement opprimés, humiliés. Et c'est cette rage au cœur qui les a fait hier décimer la garde présidentielle. Vous avez vu? C'est-à-dire que la rage, la volonté d'en finir avec cette répression, avec l'impossibilité d'avoir une vie digne et normale, c'est ça, dans cette confrontation-là, c'est ça qui a permis à ces jeunes-là de décimer complètement et jusqu'à de toucher Idriss Déby. C'est ça. Aujourd'hui, pour assurer la transition, on a mis en place un conseil militaire de la transition. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule? Vous savez, normalement, puisqu'on nous dit que c'est l'ère de la démocratie, c'est l'ère de la démocratie, c'est l'ère où il faut respecter les institutions, et donc ce qui était prévu, c'est un président qui meurt. Un président qui meurt, c'est une vacance. Et la constitution tchadienne dit qu'il faut que le président de l'Assemblée nationale, qui est là, et qui donc devait prendre cette vacance, gérer cette vacance jusqu'à organiser des élections. Mais les Français, ils n'oubliaient pas qu'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui concourent à expliquer ce que moi j'appelle la mise sous tutelle du Tchad. C'est clair. Vous pensez que le Tchad est mis sous tutelle en ce moment? Oui. Le Tchad, il est mis sous tutelle parce que vous savez, quand on a le conseil militaire de transition là, quand on voit la liste de tous ces gens-là, ils ne sont pas capables aujourd'hui de dire Idriss Déby n'est pas là, nous on se force et on met ce jeune garçon. Parce que ce jeune garçon, quelle est sa légitimité? Si c'est le clan qui est au pouvoir, il y a les enfants d'Idriss Déby. Ah, il n'est pas enfant d'Idriss Déby? Non, enfin, maintenant officiellement oui, puisqu'il l'a reconnu, c'est un fils adoptif. Donc c'est le fils non reconnu d'un ancien officier tchadien, que tout le monde connaît, et que lui il a rencontré dans une caserne. Parce que lui, étant donné que c'est un règne presque militaire, et qu'il faut rester avec la répression pour tenir les gens, donc il cherchait en vain, parmi ses enfants, quelqu'un pour faire jouer ce rôle-là. Il ne l'a pas eu, parce que ses enfants n'étaient pas intéressés par la chose militaire. Donc il a essayé de coupler les choses. Je mets celui-là que je reconnais, qui va tenir l'armée et avoir les moyens de la répression. Et puis un autre, parmi ces deux enfants, il y en a un qui était son directeur de cabinet, l'autre était un ambassadeur du Tchad à Abu Dhabi. L'un d'eux, et il hésitait, lequel je vais mettre vice-président.
Il a créé même ce poste de vice-président et donc il ne l'a pas encore nommé, que voilà, il est décédé. Et je dis que le Tchad est mis sous tutelle parce que qui a fait ce choix-là? Qui a eu la force d'imposer ces jeunes garçons? Qui? Tel qu'aujourd'hui, la panique et la pagaille qu'il y avait au Tchad, il n'y avait que les Français. Et si vous avez vu la simultanéité et l'extraordinaire rapidité des choses, donc on a caché l'information, on a mis dans la précipitation ce conseil militaire, on a fait le choix. Le choix de ce garçon, c'est d'un choix français. Pourquoi? Parce qu'il était dans le contingent malien. La préoccupation principale de la France aujourd'hui, pour un Emmanuel Macron qui est déjà en campagne électorale, c'est de ne pas avoir une mauvaise surprise par rapport au G5 Sahel, par rapport à la zone. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je vais vous laisser regarder vous-même cette dame et je vais revenir prochainement sur elle parce qu'elle est passionnante. C'est Madame Fatim Raymonde Habré. C'est l'épouse du président Hissène Habré. Voyez-vous, c'est celui qui a été renversé en 1990 par Idriss Déby, qui n'est pas du tout un panafricain, contrairement à ce que peut dire Afrique Média et consorts. Voyez-vous, elle est extraordinaire cette dame. C'est une juriste, hein, en fait. Donc voilà, elle parle en connaissance de cause et puis avec l'expérience qu'elle a, puisque son mari a dirigé le Tchad pendant un certain nombre d'années. Et puis, c'est une femme qui a un esprit très libre. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous dire, je ne la connaissais pas, je découvre depuis 2-3 jours. Et maintenant, je regarde en fait toutes les vidéos la concernant sur Internet. Voyez-vous, ces interviews. Hein, elle est joviale, elle aime la vie. Et puis, on ne sent pas la haine comme ça par rapport à l'injustice que vit son mari. Voyez-vous, elle est extraordinaire. Donc, je reviendrai prochainement pour faire une vidéo la concernant. Parce que je me dis, je n'ai pas les moyens. Je le dis ça souvent parce que quand je dis ça, je veux dire que ceux qui ont les moyens, mais écoutez, cette dame-là, mais il faut l'inviter pour qu'elle fasse des conférences. Mais bien entendu. Voyez-vous, et là, quand ça ne mange pas de pain, là, voilà, je file ça en gratos. Je veux dire, mais évidemment. Mais oui, il faut qu'elle fasse des conférences pour expliquer l'injustice. La France-Afrique, elle en sait quelque chose. Hein. Alors, je peux vous dire que j'ai regardé justement des interviews d'elle. Elle parle de la France-Afrique en long et en large. C'est extraordinaire la richesse qu'elle a au niveau de la connaissance. Vous voyez? Franchement, ah non mais excellent, excellent. Voilà. Donc, vous voyez, comme d'habitude, j'avais déjà parlé de ça et comme prévu, comme convenu, j'avais dit que j'allais faire une vidéo maintenant et là, je suis chez moi et je peux maintenant rentrer en détail par rapport aux notes que j'ai pu prendre dans cette vidéo-là qui est diffusée. D'ailleurs, le frère Isaac Kofi de la Côte d'Ivoire, il a passé ça directement à l'intégralité sur sa chaîne et c'est très, très bien. Hein, mention très bien. Ben oui, parce qu'il faut qu'aujourd'hui, on optimise l'information puisqu'elle est démocratique avec Internet. Donc c'est pour ça que je salue toujours ceux qui ont inventé Internet. Voyez-vous? Parce qu'imaginez, même avec Internet, on a du mal. Alors vous imaginez quand il n'y avait pas Internet. Et donc, ces manipulateurs, ces voyous, ces gangsters, eh bien, quand il n'y avait pas Internet, ils s'est donné à cœur joie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Bon, ils arrivent encore à nous couper nos chaînes. Mais cela dit, il y a quand même une certaine évolution parce que les gens ne sont pas dupes ou les gens ont acquis des connaissances. Voilà. Il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus importante que ça a été... que ça avait été le cas. Voilà. Vous voyez, la jeunesse africaine aujourd'hui, elle est au fait des choses. Et donc, dans son interview là, qui dure plus d'1 heure, hein, eh ben, elle parle de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, elle parle notamment des bases militaires françaises. Donc moi, avant de continuer mon propos, je me présente. Voilà, c'est Djoubian, hein, mon surnom sur le net. Je vais vous demander de faire des pouces, de partager au maximum, parce que c'est ça qui va faire avancer les choses au sens de... c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Là, voilà, ça veut dire que c'est facile. Hein, vous actionnez, vous envoyez à vos connaissances hein, partout. Et puis, ça permet de multiplier les vues et tout ça. Bon. Eh bien, Djoubian sur le net, ça c'est mon surnom. Et puis, je suis accessoirement spécialiste de la France et je suis un panafricain convaincu. Et c'est peu que de le dire. En réalité, dans cette interview de Madame Fatim Raymonde Habré, l'épouse du président Hissène Habré, ancien président du Tchad, ben, elle parle beaucoup de choses, notamment elle commence par parler des bases militaires françaises. Bon, les bases militaires françaises, moi, avant de continuer, je vais vous poser une question. De vous à moi, chers frères et sœurs, chers amis, j'ose dire, hein, bon, parce qu'on a l'air de partager, comme qui s'y ressemble, ça semble. Bon. Mais écoutez, dites-moi, les Occidentaux en général, les Français en particulier,
ils ont une arme qui est la plus redoutable vis-à-vis de nous. Et je laisse quelques secondes que vous puissiez deviner. Ou je vais même mettre ça au pluriel, ils ont des armes. Mais elle est simple, hein, mais vous allez aller chercher loin. Il y en a qui ont déjà trouvé. Mais en fait, l'arme qu'ils ont, bon, quand je dis ça encore, évidemment, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça on le savait. Mais non, non, en fait, je vais vous dire, moi, ces genre de raisonnement-là, je dis souvent que quand vous prenez les lunettes, bon, eh bien, pourquoi il vous arrive de nettoyer les lunettes? Mais c'est pour voir net. Eh bien, quand je fais cette analogie ou cette comparaison, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en fait, moi, je pense que là, on est en train de voir les choses beaucoup plus nettement, justement, avec toutes ces histoires-là, et puis la réflexion qui favorise ça. Hein? Le sport de la réflexion. Ça fertilise au niveau d'aller creuser, d'apprendre des choses et puis de comprendre des choses. Au fond, ce que je voulais dire, c'est que quand je parle des armes dont dispose l'Occident et la France en particulier, pour nous faire du mal, on va penser tout de suite aux avions de chasse, on va passer tout de suite aux chars, aux blindés, on va penser aux militaires là-bas qu'ils ont sur place, évidemment. Mais en fait, la première arme qu'ils ont qui est absolue pour eux, et c'est pour ça qu'ils sont tranquilles, c'est les chefs d'État africains. Voilà, ce sont eux qui sont les premières armes qu'ils ont. Ce sont eux les chiens de garde. Ce sont eux les nègres de maison, n'en déplaise à Claude Dissiard. Je vais lui dire ça constamment. Naturellement. Nègres de maison, les chiens de garde. Parce que ce sont eux qui font ce sale boulot-là. Vous comprenez? Et c'est même pour ça que dans mes vidéos passées, j'avais toujours dit, j'ai dit, mais une fois que les bases militaires françaises seront fermées, vous allez voir qu'ils vont tous se cacher, ils ne vont plus la ramener. Ils font le malin, ils bombent le torse, parce qu'il y a les bases militaires. Mais tout ça est lié. Mais en tous les cas, les bases militaires, on peut les faire partir. Et ces bases-là seront fermées tôt ou tard. C'est dans la voie naturelle des choses. En revanche, les chefs d'État, ben c'est entre nous, voyez-vous, c'est l'être humain. C'est-à-dire que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est très intéressant de la réflexion. Et ça, j'y ai pensé là, il y a 2-3 jours. Là, je me disais, mais tiens. Et ça, c'est en regardant justement toutes ces interviews-là de cette dame, qui est très brillante, qui est très cultivée. Voyez-vous, Madame Fatim Raymond Abré. Voilà. Hein, donc, l'arme dont disposent les Français, pour la France-Afrique en particulier, mais ce sont les dirigeants africains. Voilà. Et quand je dis ça, encore une fois, je le savais plus ou moins, mais je veux dire que j'ai pris l'image, je vous dis, des lunettes. Hein, quand vous nettoyez vos lunettes, parce que ceux qui portent des lunettes, quand vous êtes obligé à un moment donné de les nettoyer, bah, si vous les nettoyez, c'est parce que c'est pour voir plus net. Et bien là, quand je dis cet exemple-là maintenant, ça veut dire qu'on voit plus net. Alors que quand je ne donnais pas cet exemple-là, on voyait, mais voilà, c'était pas net. Là, c'est net, là. Hein, c'est-à-dire que, comprenez ce que je veux dire? J'espère que vous allez comprendre. C'est pas toujours évident, parce que là, on n'a pas de discussion comme ça en feedback, enfin, au sens d'échanger. Mais en tous les cas, j'espère que vous m'avez compris, parce que je dis, avant même de passer aux bases militaires, mais ce sont les chefs d'État africains qui sont les armes de destruction massive, hein, parce qu'ils oppressent le peuple. L'exemple est simple d'ailleurs. Elle dit quoi? Elle dit, par exemple, les Français, hein, Nicolas Sarkozy, avant lui, général de Gaulle, qui est encore Pompidou, Giscard d'Estaing, lui il a brillé avec Bokassa, après il y a qui Chirac, Mitterrand d'abord, après Chirac, et tout ça, et maintenant continuité, on a Sarkozy, on a Hollande, et puis maintenant c'est Macron. Et bien tous ces gens-là, c'est la même politique, rien n'a changé, c'est le statu quo. Voyez-vous? Et bien elle dit, eux, ils mettent la pression sur les chefs d'État africains, et puis les chefs d'État africains, eux, ils se retournent contre le peuple africain. Voilà comment ça se passe. C'est ça qui est très grave. C'est incroyable. Hein, c'est pour ça que je dis que quand on reproche à M. Hissène Habré 40 000 morts, hein, qui est vraiment, j'allais dire, tout c'est monté de toutes pièces. Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle utilise le terme de complot. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire des contorsions pour utiliser le mot complot. Limite même, ils s'excusent très souvent pour dire complot, alors que non. Je dis à mon petit niveau, hein, je dis que les complots sont inhérents aux relations humaines. Et je dis tous ceux qui ont fait Sciences Po, qui ont fait ingénieur, je ne sais quoi, l'école des mines, qui sont sortis de Polytechnique, tout ça. Hein, c'est-à-dire les gros cerveaux là. Dites-moi, quand je dis ça, qui c'est qui peut me démontrer le contraire? Voilà. Oh, c'est juste mon petit niveau, je vous dis, faire le sport de la réflexion. Voilà. Et puis aussi, surtout, concours d'honnêteté intellectuelle. C'est ça qui me préoccupe, c'est ça qui m'intéresse. Voyez-vous? Donc allez, pour avancer, je vais dire quoi? Je vais dire, j'ai essayé de prendre quelques notes là pour faire mon speech naturellement. Elle dit que la France a mis sous tutelle le Tchad. Mais en fait, madame,
Moi, je vous estime beaucoup, là, le peu que là j'ai connaissance de vous. Mais en fait, la tutelle, elle concerne tous les pays de la zone CFA, naturellement. Bah, et de quoi on parle, hein? Zone des complexés, zone des aliénés, et puis zone des corrompus. Ils sont tous sous tutelle. Alors, évidemment, les degrés ne sont pas les mêmes. J'en conviens, naturellement. Il y a des pays qui sont beaucoup plus... Enfin, la tutelle est beaucoup plus forte que d'autres. Alors, quand elle parle de tutelle du Tchad, elle dit ça par rapport au fait que, ça y est, là, comment ça se fait qu'on ne respecte pas, comment on appelle ça, l'ordre constitutionnel. Mais l'ordre constitutionnel, il est respecté nulle part. Enfin, dites-moi, quel est le pays de la zone franc CFA là, où l'ordre constitutionnel est respecté? Et c'est ainsi que je dis, si je suis son raisonnement, eh bien, tous les pays africains sont sous tutelle. Et puis même avant même ça, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait les bases militaires qui remettent en cause leur souveraineté, et le fait qu'il y ait le franc CFA, ces deux piliers-là sont suffisants pour dire que voilà, ils sont sous tutelle. C'est clair. Mais là, c'est là que j'appelle, on rentre en détail et on voit beaucoup plus net, hein, l'image des lunettes là qu'on nettoie. C'est ça qui est intéressant au niveau de la réflexion. Vous voyez? Donc, moi, s'il me vient comme ça rapidement à l'esprit quand elle dit ça, Madame Fatim Raymond Abré, en parlant du fait qu'on a mis le jeune homme là en tant que président de la République pour remplacer son père. Hein, bon, elle précise que c'est son fils, c'est un fils adoptif, hein, et du coup, bon, enfin, je reviendrai une autre fois, mais là, c'est pas le propos aujourd'hui. Ce que je voulais dire simplement, c'est que je dis, le Gabon, par exemple, c'est ça qui me vient rapidement à l'esprit. Le Gabon est sous tutelle depuis, j'allais dire, la mort de, comment dire, Ali Bongo. Vous voyez le lapsus, il n'est pas mort encore, Ali Bongo, mais son père, Omar Bongo. Hein? Eh bien, la tutelle était là. Alors, elle est beaucoup plus forte depuis qu'ils ont réussi à lui mettre cet AVC-là. Ah ben oui, non, mais là, attendez-moi, je ne participe pas à l'hypocrisie. Comptez pas sur moi, c'est ça. Hein? Ou comptez sur moi pour la vérité, en quête des vérités. Vous voyez? Donc là, depuis qu'il n'est pas, comment on appelle ça, en bonne forme, ben, c'est la tutelle qui est assurée depuis. Donc ils font un pilotage à vue, pilotage automatique, tout ce que vous voulez. Hein, en ce qui concerne le Gabon, il n'y a pas seulement que le Gabon, il y a d'autres pays. Congo-Brazzaville, l'autre il est en costume cravate, ringard qu'il est, franc-maçon qu'il est. Eh bien il fait le malin, mais en fait c'est la France qui pilote tout. Il y a quoi? Et tous, franchement. Alors d'autres peut-être un petit peu moins. Un peu moins peut-être le Cameroun, je dis un peu moins. Parce que le Cameroun arrive à assurer quand même la sécurité de son territoire, par exemple. Même, il y a le problème anglophone, donc on ne peut pas lui donner une très bonne note, mais bon, toujours est-il que les histoires de Boko Haram, ils arrivent à gérer ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors c'est vrai que le Nigeria, c'est beaucoup moins évident, parce que là, on parle de le pays le plus peuplé d'Afrique. Vous voyez? Donc, quand le Cameroun parle de 27 millions d'habitants, eh ben, le Nigeria, c'est encore beaucoup, beaucoup plus. Donc, qui dit beaucoup, beaucoup plus, ça veut dire que si on devait diviser l'État du Nigeria, qui est même l'État fédéral, hein, avec différents États et tout, eh ben, on va se retrouver avec plusieurs pays, finalement, par rapport au nombre d'habitants. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut comprendre, et d'ailleurs, elle explique très bien, Madame Abré, là, le problème de Boko Haram au Nigeria. Elle dit que là-bas, eux, ils marchent sur des œufs, les dirigeants du Nigeria. Sinon, ils ont les moyens de pouvoir en découdre définitivement, mais ils vont faire tellement de dégâts que voilà, ils préfèrent agir comme ça. Il faut dire qu'ils ne sont pas clairs aussi. Voilà, moi je pense. Parce qu'en réalité, c'est bon, quoi. Hein. Ça arrange tout le monde, là. Et c'est ça qui est malheureux. Et que le peuple, il est le dindon de la farce. C'est plus à ça que je pense, moi. Vous voyez? Donc, quand elle parle de mise sous tutelle, je dis, mais ceux-là, tout le monde est sous tutelle, hein, les 15 pays, les Comores y compris. Hein, c'est la tutelle, directe. Ah oui, la tutelle ne va cesser que quand il y aura la fermeture des bases militaires. Hein, et je dis, moi, c'est mon combat le plus absolu, même avant le franc CFA, parce que le franc CFA, il est collé derrière. Il est collé derrière. Bien entendu. Hein, il va suivre naturellement. C'est un cortège, si vous voulez. Vous voyez? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que bon, elle explique à sa manière comment il est mort, Déby. Bon, là, pareil, on est en droit d'avoir des doutes, parce qu'on n'a pas la version réelle, mais on sait très bien, par rapport à l'intelligence humaine, que voilà, tout ça, c'est la France qui a orchestré. La France est le sponsor numéro 1, c'est elle qui est le maître d'œuvre. Hein, et puis, après, il y a des lampistes. Les lampistes, d'ailleurs, ceux qui sont à exécuter sur le terrain. Mais ce n'est pas eux à qui profite le crime. C'est à la France à qui profite le crime. C'est à la France-Afrique à qui profite le crime. C'est à ceux qui exploitent les richesses du Tchad, c'est à eux que profite le crime, l'assassinat d'Idriss Déby. C'est ça qu'il faut bien comprendre, chers frères et sœurs. Bon, donc elle disait que Idriss Déby, il a continué à poursuivre son mari, Hissène Habré, hein, l'affaire Habré qui date du 30 juin 2013. On est en 2021.
Donc, ce monsieur est en prison, il a 80 ans au moins, hein, un peu plus de 80 ans, et il est souffrant. Et puis, on se retrouve dans une situation où ils ont fait pas mal de demandes pour qu'il y ait une expertise pour vérifier son état de santé, à savoir s'il doit bénéficier des soins ou pas. C'est fin de non-recevoir, un refus. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement, depuis qu'ils l'ont arrêté, qu'il puisse mourir à petit feu. C'est ça. C'est la torture. Et après, quand on nous parle des droits de l'homme, tout ça, ben, bon, donc, vous comprenez, hein? Je dis, mais je suis content d'avoir compris, en fait, franchement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui, au moment où je parle, ils ne comprennent même pas. Ils croient toujours aux droits de l'homme et puis la France a la liberté. C'est de la connerie, voyez-vous? Et moi, je dis, je suis trop content d'avoir compris ça. Ben oui. Quand tu as la prétention d'être humain, quand tu as la prétention d'être un être humain et tu ne comprends pas ça, et puis il vaut mieux tard que jamais. Parce qu'il y a des gens, ils ne comprendront jamais. Parce qu'ils refusent. C'est différent. Mais parce que sinon, on parlerait peu d'aliénation. Hein. L'aliénation, c'est ça. Les effets de l'aliénation, les effets du complexe et les effets de la corruption. Voilà, c'est ça qui nous emmène dans tout ça. Donc, la suite, elle dit quoi? Elle dit que le jour où on a arrêté Hissène Habré, justement, au Sénégal, alors qu'il est réfugié au Sénégal, hein, il a un statut de réfugié politique, d'asile politique, hein, et ça peut maintenant 23 ans, 24 ans qu'il vit avec sa femme et ses enfants, sa famille là-bas, et puis tout d'un coup, hein, depuis le 30 juin 2013, la hostilité commence. Bon, ça avait déjà commencé auparavant parce qu'elle a dit qu'ils l'ont arrêté déjà pas mal de fois et tout, depuis qu'il a quitté le pouvoir, donc on le pourchasse comme ça. C'est vraiment la France-Afrique, elle est toujours maître d'ouvrage, hein, maître d'œuvre. Il continue pour chercher qu'on puisse l'éliminer physiquement, définitivement. Voilà, comme ça, le dossier sera clos. Sinon, tant qu'il est vivant, même qu'il est vieux, c'est pas leur problème, parce qu'ils sont sans foi ni loi. Ils sont sans état d'âme. Comprenez? Bon, donc au fond, elle dit que Idriss Déby, quand il a appris l'arrestation, hein, qui a été effective au Sénégal de son prédécesseur, c'est-à-dire Hissène Habré, eh ben, il a tout de suite convoqué l'état d'urgence là, celui, enfin en tout cas son état-major, pour dire voilà, toutes les mairies du Tchad, vous allez célébrer maintenant, hein, chaque année, une fête comme ça, chômé payé. Vous vous rendez compte? Et après on nous parle de panafricain. Non mais la charité, bien entendu, commence d'abord par soi-même, hein, par chez soi. Comment tu traites ton peuple? Il a tué plus de gens, comment on appelle ça, Idriss Déby, que Hissène Habré. Les choses sont claires. D'abord, regardez la durée de son pouvoir. 30 ans, il est resté. Franchement. Donc, elle dit que il a déclaré donc une journée chômée payée, hein, suite à l'arrestation voilà. Et puis, il y a juste ça. Bon, je dis, enfin, ce que j'ai dit, quand j'ai noté, je dis, bon, c'est sa version, ça. Parce que je suis plus ou moins d'accord avec la version quand elle dit comment il a été tué, tout ça. Bon, chacun doit... alors, je vous encourage à regarder. Ceux qui l'ont déjà vu, tant mieux. Ceux qui n'ont pas encore vu, eh bien, regardez l'intégralité, hein, de cette interview-là, hein, qui a été diffusée par une chaîne sénégalaise. Et là, j'en profite pour saluer les frères qui ont fait ça, parce que le journaliste qui a interviewé, c'est très bien. C'est de bonne qualité. Hein, il a posé les questions qu'il fallait, et puis il a laissé parler et tout. Bon, voilà. Donc, elle dit... bon, elle reconnaît que ce ne sont pas les rebelles qui l'ont tué. Là, voilà, pour le coup, ça, je suis d'accord avec elle. Mais c'était un coup d'État, voilà. Là, par contre, on est d'accord aussi, hein, provoqué par son entourage. Voilà, là, c'est parfait. Hein. Bon, il y a des fois quelques précisions où je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord à 98-99%. Donc, c'est déjà énorme. Hein, vous voyez? Et puis, je vous dis, je serai amené à faire une vidéo sur elle parce que moi, j'aime bien. Il faut rendre à Madame Fatim Raymond Habré ce qui lui appartient. Voilà, il faut lui rendre cet hommage-là. D'une certaine façon, en faisant cette vidéo, je lui rends hommage, elle et son époux. Elle dit que l'armée française apporte son soutien en filmant et en photographiant la position des rebelles. Vous voyez? Et là, elle parle en connaissance de cause. Là, pareil, son mari, c'est un intellectuel comme elle, hein, et puis un officier de l'armée. Et donc, elle connaît tout ça. Donc, elle dit qu'en fin de compte, tout le règne pendant 30 ans là, de monsieur Idriss Déby, eh l'armée française l'épaulait en lui donnant toute la logistique, hein, les photos satellites et tout ça. Tous les matins, on lui envoyait ça pour décortiquer, et puis voilà, ça l'aidait pour pouvoir faire leur travail. Voilà, il était à leur service. Donc voilà, elle dit ça. Et puis, pour la suite, excusez-moi, elle explique que Déby se déplaçait ces dernières années en hélicoptère. Voilà. C'est-à-dire que quand il y avait... les batailles, compte tenu de son âge, elle dit qu'il a 70 ans, c'est pas la même chose que quand tu as 30 ans ou 35 ans ou 40 ans. Voilà. Donc, puis elle a beaucoup d'humour parce qu'elle parle de son bidon et tout. Elle dit, là, naturellement, tu ne peux pas avoir la même force. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en hélico et puis ça, c'est plutôt pour gonfler le moral des troupes. Voilà. Il n'est plus à l'âge de prendre le truc pour tirer et tout ça, non. Donc, il faut que les choses soient bien
bien préciser. C'est hyper important. C'est pour ça que je dis que, franchement, cette dame, il faut l'inviter pour qu'elle fasse des conférences. Ça, c'est très intéressant pour tout le monde. Hein. C'est vrai que là, pour l'instant, chaque fois, c'est les interviews. Mais les conférences, c'est encore autre chose. Alors, ceux qui sont au Sénégal, ils doivent en profiter parce qu'elle a beaucoup d'humour. Il paraît qu'elle écrit de temps en temps au président de Macky Sall là, du Sénégal, en lui faisant une lettre ouverte. Vous voyez, pour signifier, comment on appelle ça, le traitement qu'il lui infligeait à son mari et à toute sa famille. Elle le fait régulièrement. Bon. Donc, selon elle, la garde présidentielle défend le régime et elle est composée de sa famille principalement. Voilà. Donc la garde présidentielle d'Idriss Déby, c'était que sa famille, hein, en premier, et puis après les amis et tout ça, voilà. N'importe quoi. Dans un état de droit, un pays qui a 15 millions, voire 16 millions d'habitants, ben, faut prendre la composante de la nation. Voilà. On ne parle pas de ton business familial. Là. Or là, il n'est pas le seul à faire ça. C'est ça le malheur. Voilà, on se retrouve avec des... J'ai failli dire des ploucs. Mais oui, non, mais c'est fatigant. Ils font le malin alors que non. Dans vos... Mais oui, mais parce que la classe, en fait, c'est quelque chose qui est naturel. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et puis, c'est pas seulement la tenue vestimentaire. Hein. Ah oui, c'est tout un ensemble pour dire que tu as la classe. Ils n'ont aucune classe, les dirigeants africains. Aucune. Hein. Zone CFA, là. Aucune. L'autre avec ses costumes ringards, je pense à Sassou Nguesso, là. Lui, c'est le plouc même de service. C'est bon. Ah là 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 là. Donc, en 30 ans, il y a eu 20 rébellions. Vous vous rendez compte? En 30 ans. C'est-à-dire... au Tchad, hein, 20 rébellions. C'est le record hein, pour le continent africain, peut-être même au monde, peut-être au monde. Voilà. Record. Pas un pays de 16 millions d'habitants. Non mais attendez, comment vous voulez faire fonctionner une économie? Comment vous voulez faire fonctionner un État, au sens où les gens vont aller à l'école, les gens vont vaquer à leurs occupations? C'est pas possible. Hein. Et ça, c'est fait exprès. Ah ben oui, ah ben ça, si j'allais dire, c'est le sport favori de la France-Afrique. Et puis la France, les dirigeants français, quand je dis qu'ils sont là pour déstabiliser l'Afrique, et c'est peu que de le dire, mais là, on est en plein régime. Là. Et le cas du Tchad, c'est un cas d'école. C'est vraiment très, très important à retenir l'étude des cas, j'allais dire, du Tchad. 20 rébellions en 30 ans, avec des jeunes qui sont désœuvrés, hein, et abandonnés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes. Elle dit, voilà, quand on nous dit souvent, oui, djihadiste, elle dit, mais non. En plus, je vous dis, elle est très cultivée parce qu'elle décortique tout, parce qu'elle a pris connaissance d'une étude faite par une institut américaine, un institut américain, enfin, en tout cas, un organe américain là-bas, hein, un institut qui a fait une étude pour voir la composition de ces jeunes-là, quelles sont leurs origines et tout ça. Mais elle a expliqué que, en fait, sur 10, il n'y en avait que 1 ou 2 qui savaient lire sourate, enfin, les trucs de Coran, là. Mais sinon, tout le reste, ils ne connaissaient pas. Alors, après, tu vas lui parler de quoi? Franchement, hein, cherchons la vérité là où elle est. La vérité, c'est de dire qu'en fin de compte, c'est plus des jeunes qui sont désœuvrés plutôt que des jeunes qui sont dans une espèce de fanatisme. Non. Si le pays allait bien, si Idriss Déby ne prenait pas des milliards pour aller poursuivre son prédécesseur pour, comment dire ça, j'allais dire influencer, non, plus que ça, corrompre tout ce beau monde-là, les médias sénégalais, et puis d'autres médias aussi, de français là, hein, les corrompre tous pour qu'ils disent que oui, comment on appelle ça, Hissène Habré, c'est un dictateur. Voilà, c'est le mot d'ordre, vous voyez. Et ils ont le renfort aussi, aussi des Américains et tout ça. C'est incroyable. Vous voyez? Donc, elle explique aussi qu'il a instauré une discrimination ethnique en refusant de financer hein, les populations des autres ethnies, notamment les ethnies de M. Hissène Habré. Mais ça aussi, pareil, je vous dis, on retrouve dans d'autres pays. Hein. C'est pas propre au Tchad. Mais c'est de dire que comment on peut se définir comme étant panafricain alors que c'est des minimums, c'est des basiques. Hein. Le mec, il applique même pas les basiques. Alors donc, non, 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 non. Donnez-lui tous les noms. Moi, je dis, il est plutôt un gars qui a bien servi la France-Afrique. Hein, voilà. Un toutou. C'était un toutou des Français. Hein, c'était un chien de garde des Français. Et rien d'autre. Hein. Idriss Déby, là, c'était un chien de garde. Hein, ils l'ont mis ici dans une école d'aviation, là, hein, dans le nord de la France. Et puis, ils l'ont formé. Et après, il est venu passer à la pratique et pendant 30 ans. Vous vous rendez compte? N'importe quoi. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Africains. Je tiens à le dire à chaque fois. C'est ça qui est important. Hein, n'importe quoi. On a assez de recul maintenant. Je dis ça dépendait que de moi. Avec le recul, on n'a plus de temps à perdre. Ah ben oui, là c'est parce qu'on est en face de nous. Les gens qui prennent les places, c'est des gens qui sont corrompus. C'est pour ça qu'on traîne, hein, autrement. Parce que je comprends encore il y a 40, 50 ans, 60 ans. Voilà. Mais aujourd'hui, on a suffisamment de recul. Parce que dans tous les compartiments de la vie, les gens sont formés. Ah ben oui. Donc à partir de là, on va prendre les gens qui sont intègres, les gens qui sont honnêtes, et puis on va avancer. Et on va accélérer. Parce qu'on a du retard. Il y a beaucoup de gens qui avancent. Ben oui, c'est la marche naturelle de l'histoire, j'allais dire, du monde. Vous voyez? Et puis elle explique aussi, par exemple, que
il y a la violation des femmes et des filles pour effectuer des pressions ethniques, enfin oui, des répressions ethniques, hein, psychologiques. C'est-à-dire qu'on met la pression sur les gens, on leur dit bon, calmez-vous, sinon on va violer vos filles et vos femmes et tout ça. Et c'est ce qu'ils font avec, sous le règne de Idriss Déby. Vous vous rendez compte? Et du coup, ça emmène les jeunes femmes maintenant, en allant faire les courses, en allant. Tout le monde est voilé, mais avec des burkas même. Elle explique ça hein, dans son interview, les choses sont claires. Vous vous rendez compte? On torture comme ça les gens moralement pour empêcher qu'ils puissent dire simplement on veut la démocratie, voilà. Et puis, elle a expliqué une chose qui est très forte, elle dit que quand il a pris ses fonctions, Idriss Déby, à l'époque, eh ben, il a, comment dire, d'abord assassiné hein, le président de la Ligue des droits de l'homme du Tchad. C'est l'inauguration de son pouvoir, ça, en 1990. Vous vous rendez compte? Le mec qui commence comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ah ben oui, évidemment, tout est relatif. C'est-à-dire que le fait de demander les droits humains, ben c'est très mauvais pour un dictateur, ça c'est clair. Mais alors qu'on arrête de nous dire panafricain et compagnie et tout ça. C'est un toutou de la France, c'est un mercenaire au service de la France, c'est le Bob Denard hein, de la France pour l'Afrique centrale. N'importe quoi, franchement. Donc elle dit, selon elle, des Tchadiens qui se sont réfugiés en Libye, ils viennent voilà, voilà, pour récupérer le pouvoir. Voilà. En fait, ce qu'elle dit, elle, quand on dit oui, ce sont des, comment on appelle ça, des djihadistes, c'est-à-dire non, non, ce sont des Tchadiens qui ont fui hein, à cause du régime dictatorial, qui sont allés se réfugier en Libye, et puis comme on a tué le colonel Kadhafi, bon, maintenant ils reviennent là, et puis ils veulent prendre le pouvoir. Hein. Ils veulent que tout aille bien, hein, qu'ils puissent vivre comme tout le monde, hein, aspirer à faire, comment on appelle ça, s'éduquer, se soigner, hein, s'alimenter, et puis passer du bon temps. Il n'y a rien de plus banal là. Et là, c'est comme on demande la lune à tous ces gens-là. Des voyous, des gangsters, des chiens de garde, hein, des nègres de maison. Il ne faut pas tourner autour du pot. Je dis compte tenu de la gravité, ce qu'ils font subir au peuple. Ah ben non, ce que je dis là moi-même, c'est des pipis de chat. Ah oui. Et moi, je dis, moi, je ne suis pas adepte de voilà, tuer qui que ce soit. Non, non, par contre, on va te juger. Ah bah oui. On va te juger, hein, et puis c'est retransmis en direct. Ah oui. Mais dans un but éducatif. Hein, pour éduquer. Voilà. Pour ça, je dis souvent, je dis, dites-moi, qu'est-ce qui devient là, le jeune policier, enfin le jeune policier, non, le jeune, je ne sais pas de quelle origine il est, alors je ne sais pas s'il est tunisien, s'il est marocain, il a giflé un policier à Marcory, je ne vais jamais oublier ça. Et je dis, qu'est-ce qui devient aujourd'hui? Nous sommes, comment dire, le 29, oui c'est ça, le 29 avril 2021, qu'est-ce qui devient ce gars-là? Et donc je dis, normalement, s'ils ne sont pas corrompus, parce qu'ils sont corrompus, ils ont dû le laisser, il est parti, ils ont dû le laisser partir, mais autrement, lui, il faut organiser, comment on appelle ça, la justice, hein, une audience, hein, il soit traduit devant les juges, et puis c'est retransmis à la télévision ivoirienne, là, toutes les chaînes, là, montré. Puis on lui demande, qui t'a motivé? Qu'est-ce qui pour gifler un policier? Là, tu gifles l'État ivoirien, là. Voilà. Et ils prennent ça à la légère parce que la corruption est telle que, voilà, ils considèrent. Mais non, mais allez faire autre chose, c'est ce que j'ai dit. Allez faire autre chose, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie. Vous n'êtes pas à votre place. N'importe quoi. Des escrocs. Ah là 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 là. Donc, elle dénonce hein, l'hypocrisie de tout l'Occident à travers les ambassades. Vous voyez, les ambassades qui sont installées là-bas. Hein, il y a les ambassades dans tous les pays africains. Hein, les ambassades occidentales, vous voyez. Mais elle dit, personne ne pipe un mot, alors que les droits de l'homme sont violés toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les minutes, hein, tous les jours, hein, toutes les semaines, tous les mois, hein, voilà, tous les trimestres, tout ce que vous voulez. Hein, pendant 30 ans, là, de le règne de, comment on appelle ça, Idriss Déby. Et là, personne ne bronche. Voilà, ils font tous dans l'hypocrisie. C'est leur sport favori. Les Français, eux, ils détiennent le flambeau, hein, l'hypocrisie. Vous comprenez? Bon, ça, c'est ma qualité de spécialiste de la France, accessoirement. Il peut vous donner des précisions. Et puis, ne vous gênez pas, hein, au sens où il y a des gens qui font de mal, alors que moi, c'est par rapport à mon expérience de vie ici. Et puis, je dis, je travaille en entreprise. Et dans l'entreprise où je travaille, figurez-vous que c'est principalement des caucasiens. Hein, voilà. Donc, je connais les habitudes. Voilà. Et puis aussi, je vous en dis pas plus, j'en dirai un peu plus quand l'occasion s'y prêtera. Mais moi, je suis redouté dans mon entreprise. Et ça fait un certain nombre d'années que je bosse là-bas. Et pour être redouté, je peux dire, dans un milieu caucasien, c'est que, voilà. Et comme on dit, commence par te respecter toi-même et les gens te respectent. C'est la voie naturelle. Voilà. Donc, voilà, les choses se passent comme ça. Bon, alors, à propos des bases militaires françaises, vous voyez, mais c'est quelque chose qui est capital. Moi, je l'ai calé là, quand j'ai les extraits que j'ai montrés. C'est à partir de la 16 et la 17, quand elle explique ça. Elle dit, mais ce qu'ils commettent là-bas, c'est pareil partout. Ils sont dans l'impunité totale. Mais ça va aller jusqu'à quand, ça? C'est-à-dire que le pacte colonial, et puis les contrats qu'ils ont signés comme ils voulaient,
Eh bien, c'est parce que je vous dis, la France, en fait, l'élite française, c'est la plus raciste de tous les Occidentaux, de tous les Caucasiens. C'est la plus raciste. Parce que je dis, il y a tellement d'exemples. Donc là, j'ai étudié encore dans mes vidéos passées. Tout. Là, par contre, j'ai suffisamment d'arguments là-dessus. Donc je dis pareil, quelqu'un qui vient me dire le contraire. N'importe quoi. Elle dit que Déby, voilà, il est l'exécutant. Voilà. Il exécute évidemment les œuvres de la France, c'est ça. Hein. Par exemple, pour la partition du Mali. Elle dit qu'il tient un rôle important pour la partition du Mali. Et là, bon, ça m'a un peu surpris. J'ai écouté une interview là, de Amina Traoré, la frère panafricaine là-bas. Et bon, ce qui est bien quand même, c'est qu'elle dit qu'elle ne va pas le mettre, elle ne va pas considérer Idriss Déby comme étant panafricain. Mais elle dit qu'il a beaucoup apporté. Par contre, je pose des réserves. Parce que je dis, mais pourquoi il apporte beaucoup au Mali? Pourquoi il ne donne pas son peuple? Donc là, c'est quelque chose qui ne tient pas là. Voilà. Moi, comme je dis, je suis toujours dans l'honnêteté intellectuelle. Et quand on est honnête, comment d'abord pas aider ton peuple? Non. Le truc du Mali, c'est un faux débat parce qu'en fait, il ne faisait qu'à exécuter ce que les Français lui disaient de faire. Donc, ce que j'appelle l'embrouille. Eh oui, oui, donc concours d'honnêteté intellectuelle. Concours, voilà. Puis on va apporter les arguments, chacun à son tour, on va parler. Maintenant, on laisse l'appréciation au public et puis on dit, voilà, qui dit vrai? Non, il a passé son temps à exécuter tout ce que les Français lui disaient. Et puis ces derniers temps, bon, mais la nature revenait au sens où il se rendait compte en vieillissant que... Mais sauf que j'ai dit, il restait que dans la parlotte. Parce qu'à un moment donné, pourquoi, par exemple, il n'a pas dit, ils vont me tuer? Il aurait pu écrire, même dire même publiquement. Et puis, il dit, voilà pourquoi ils veulent me tuer. Et puis comme ça, au moins, on a ça comme chose. Voilà, mais il parlait simplement en disant, voilà... CFA tantôt, ou alors c'est pas normal que nos richesses... Non, mais le franc CFA, pourquoi il n'est pas sorti du franc CFA? Hein? Pourquoi il n'a pas demandé la fermeture des bases militaires? Il dit ça et puis il dit, Sankara l'a fait. Sankara a dit, voilà, l'année prochaine, ils vont me tuer. Voilà, au moins tout le monde a pris connaissance. Oh là, je suis sûr que lui se shootait Idriss Déby. Je suis certain. Ah oui, alors que ce n'était pas le cas du capitaine Sankara et puis des autres leaders africains. Voilà, c'est ça qui le distingue. Ah, je suis sûr que ce monsieur se shootait. Parce que quand on l'écoutait parler dans les interviews données par France 24, TV5, RFI et tout ça, alors que ce que je veux dire par là, c'est que je dis, mais il n'est pas dans son état. Bah oui, c'est trop facile, tu te shootes et puis tu dis n'importe quoi, mais ça évidemment, pour moi, c'est la porte ouverte pour tout le monde. Non, ce qui est intéressant, c'est de rester lucide, prends rien du tout. Hein, et puis parle. Voilà, là tu es encore même plus courageux. Alors qu'à chaque fois, je suis sûr que le mec, il a été sous l'emprise des trucs. Voilà, je me permets, je me permets. Les dégâts, vous ne pouvez pas imaginer les dégâts sur le peuple tchadien. Et puis un truc à rappeler aussi, c'est que en fait, ils ont la même mise sur tout le monde, l'armée, ce qui fait que les gens n'ont pas pu sauter de joie. Mais sinon, à l'annonce de la mort d'Idriss Déby, si on laissait les gens tranquilles, l'armée ne faisait pas la dictature, mais les gens allaient faire la fête partout et célébrer sa disparition. C'est clair. Il a trop fait de mal pendant les 30 ans. N'importe quoi. Puis là, hier, j'ai écouté là-dessus une émission ivoirienne, Claudiciard, qui continue encore. Bon, alors, il est corrompu. Et lui, je vous dis, j'ai comparé au vin. Il vieillit mal, là. Il n'est pas le seul. Malheureusement, il y en a plein comme ça. Alors qu'il avait commencé, prenez Claudiciard il y a 30-40 ans. Enfin, il y a 30 ans quand même, pas 40 ans. Il y a 30 ans. En tout cas, quand il démarrait, c'était très très bien. Parce que moi, je le connais depuis, dans les médias et tout ça. Mais là, au fil du temps, la corruption aidant, je ne dirais pas qu'il est complexé, lui. Lui, par contre, il est corrompu. Et corrompu moralement. Bon, il y a quand même quelques degrés d'aliénation, parce que quand il parlait dans cette émission-là hier que j'ai regardée, il cite Schulcher qui a participé à la libération des Noirs. J'ai dit, mais on est en 2021, le mec, il dit ça. Il bombe le torse toujours en disant, je suis guadeloupéen, mais non, mais il y a, comment dire... une dame, attendez, je l'ai dans ma bibliothèque, là, je vais vous montrer rapidement. J'ai déjà montré, mais je vais vous montrer à nouveau. Cette dame-là, vous voyez Imaneye Dalila, voilà. C'est une dame qui a écrit 2 bouquins. Il y a Zaï et Théophile, et puis il y a ça. Elle explique tout. Elle est de même sur Internet, vous allez pouvoir la retrouver. Tout ce qui concerne l'esclavage qu'a pu vivre les Guadeloupéens, les Martiniquais, en fait, les Antilles et tout ça, que la France, les racistes français ont infligé. Et puis, elle dit les choses très exactement. Et là, Claudiciard, on est en 2021. Donc, bon, c'est plus étonnant. Comme je dis, ferme-la. C'est ça qui est fatigant. Il ne faut pas la fermer. Bon, on me dirait, on l'invite. Mais ceux qui l'invitent aussi sont complices. Parce que je dis, mais balancez-lui. Mais bon, c'est vrai que... Mais aujourd'hui, allez sur Internet, prenez une image, puis dites, voilà, il y a quelqu'un qui dit quelque chose sur toi, là. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ils n'ont pas envie. Donc, c'est des arrangements entre amis, la connivence, c'est fatigant. Non, mais ferme-la. On ne parle pas à la bouche pleine, Claudiciard. C'est fatigant. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Elle dit que le Tchad d'aujourd'hui, c'est toujours le régime Déby sans lui. Mais bien évidemment. Ah ben oui. Et puis là, il faut espérer que la jeunesse du Tchad puisse manifester de plus en plus pour demander, ni plus ni moins, que le départ des militaires et que les civils prennent le pouvoir. Que le peuple prenne le pouvoir, tout simplement. Et puis là où j'y reviendrai aussi à l'avenir,
sur un autre leader là, de la jeunesse, hein, un peu dans l'esprit Sonko. Bon, je le connais moins, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop envie d'en parler, alors que Sonko, je connais, puisqu'il est venu à Paris, j'ai été à sa conférence de presse. Voilà. Mais je reviendrai là-dessus parce que j'ai vu des vidéos sur lui, là, et puis il a l'air d'être très tranchant, et il explique qu'ils sont un groupe comme ça de jeunes qui ont été bien formés ici, et puis qui veulent maintenant instaurer le Tchad nouveau, Tchad du 21e siècle, et non pas le Tchad de papa, hein, de Idriss Déby, là où on est au service de la France-Afrique. N'importe quoi, franchement. Donc par la suite, elle dit que le Tchad est mis sous tutelle. Bon, ça j'en ai déjà parlé, hein, voilà. Et puis on couvre la misère du peuple tchadien par la présence de Macron aux obsèques, voilà. Mais Macron, il vient, hein, c'est-à-dire, on vous dit, le criminel, il vient sur les lieux du crime, hein, et voilà, là, il était, et puis en même temps, ça lui permettait d'adouber aussi le jeune homme, le fils adoptif de Idriss Déby, là, c'était pour aussi l'adouber, hein. N'importe quoi. Ils sont pas crédibles, les Français. Et je vous dis, mais c'est même pas étonnant, moi j'ai dit ça très souvent. En fait, pour terminer, à un moment, le journaliste lui dit, mais est-ce que vous pensez que ça va s'embraser? Elle dit, mais les gens sont dans un état où ça va être difficile pour l'embrasement. Mais bon, on peut toujours garder l'espoir, puisque l'espoir fait vivre. Mais franchement, cette dame, je vous encourage à regarder ses interviews. Et puis celui-là en particulier, puisque c'est une bombe. Et j'ai dit que, je termine mon exposé d'aujourd'hui, regardez, on est toujours au taquet, hein, c'est clair, que la France n'étant pas une république, c'est une république bananière. La démocratie en France, c'est une mise en scène. Ce sont des mises en scène. Et je vous dis, je parle en connaissance de cause. Hein. Je suis dans ce pays depuis 1982. Donc c'est vous dire. Hein. Puis en plus, je travaille, donc j'ai une vie sociale, comme tout le monde, j'allais dire. Mais en même temps, j'adore observer et puis analyse aussi, et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez? Et c'est ainsi que je dis, c'est une république bananière, c'est que du toc, c'est que du bling-bling. Il n'y a rien. Il y a fouille. Quand tu creuses, il n'y a rien. Donc, à partir du moment où ce pays-là n'est pas exemplaire sur le plan démocratique, vous comprenez bien que les pays africains qui ont pour référence la France, ils ne peuvent qu'être sombrés dans l'obscurantisme. Les choses sont claires. C'est comme je dis souvent, je dis, mais quand tu copies sur quelqu'un qui est hors sujet, tu vas avoir combien? Même toi-même, on te met une note encore plus nulle même que celui qui t'a copié. Parce qu'on dit que tu as une circonstance aggravante. Voilà. Tu sais qu'il est nul, mais tu continues de copier parce que tu as aliéné tes complexes. Alors on va me dire, oui, mais on peut les excuser. Non, non, parce que je dis toujours que je dis, mais ils ne sont pas obligés d'être là. Ils peuvent aller, ils peuvent partir. Idriss Déby, par exemple, s'il sentait que sa sécurité était menacée, il s'en va. Et puis, s'il dit officiellement, je m'en vais, je laisse tout. Mais comme il est shooté, donc il n'est même pas... Voilà, il est plus normal. Hein. C'est ça aussi. Donc, tu dis, je m'en vais. Et puis maintenant, si tu dis, je m'en vais à tout le monde, à la conférence de presse, tu dis, je finis, prenez ce que vous pouvez. Eh bien, on te tue. Là, on dit, ah, mais là, c'est pas ça. Le mec, il profite. Et puis, tout son entourage. Hein, il est le président. Quand ils ont fait un classement des présidents les mieux payés en Afrique, il arrive en 7e position. Dans un continent où il y a 54-55 pays. Vous vous rendez compte? Voilà. Et là, on nous dit, comment dire, il est panafricain, n'importe quoi. Vous êtes des bandes de corrompus, Afrique Média. D'ailleurs, moi, je ne vais même plus regarder. Je crois que là, Terminus, c'était l'affaire de l'assassinat de Idriss Déby. Hein. Là, vous êtes dévoilés. Là, voilà. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que la vérité finit toujours par triompher. Oui, parce que depuis quelques... Alors, il y a eu des fois où vous étiez dans une démarche qui était très louable. Je pense à la défense du président Gbagbo. Mais quand on est intègre, on est intègre. Hein. On n'est pas intègre à moitié ou à temps partiel. Il faudrait savoir. Hein. Ah ben oui. Ah ben ça, c'est clair. Et bien entendu. Franchement. Ils corrompus comme ça, et ils sont là. Puis, bon, ils continuent. Hein, alors là, bon, là, pour le coup, ils sont complètement dans une fuite en avant. Et puis, bon, ils ne peuvent plus revenir en arrière alors qu'ils pourraient. Parce que l'erreur est humaine. Et puis, bon, mais justement, on est amené à communiquer. Et que par conséquent, on peut comprendre. Hein, comme on dit, faute reconnue, à moitié pardonnée. Ou voilà, voilà, tu as fait une faute, c'est humain. C'est humain. Voilà. Puis après, on repart sur les bonnes bases. Or là, c'est pas ça. Ils vont toujours faire le gros dos là. Et c'est ainsi que je dis, voilà. Là, ils prennent la pente. Quand je qualifie, je dis les intellectuels africains, ils en font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Voilà. Donc ça veut dire que si les Bandakani et compagnie là, ils continuent toujours à dire que ce sont eux qui ont raison pour considérer que Idriss Déby était un panafricain, je dis voilà, c'est l'usage caricatural de votre connaissance et de votre savoir, monsieur, et rien d'autre. N'importe quoi. Voilà. Hein? Donc, merci à vous pour votre attention. Et puis, j'espère que j'ai tout dit, hein, parce que qu'est-ce que j'aurais oublié? Hein, elle dit que la France a assassiné Déby, donné des leçons aux autres chefs d'État. Voilà, c'est ça, c'est qu'elle disait. Hein, bon, j'allais oublier. Hein, c'était pour donner des leçons aux chefs d'État. Et d'ailleurs, ce qu'on a remarqué, c'est que... j'allais oublier, oui, tout à fait. Le président centrafricain est arrivé sans être invité.
Mais il est très intelligent, là, Touadéra, là. Oui, oui, oui. Bon, par contre, ce qui me gêne chez lui, c'est que je ne sais pas quel tempo il joue. Mais j'ai dit à un moment donné, comme tu as pris les Russes depuis toujours pour assurer ta sécurité, hein, aussi bien même les gardes rapprochés, mais coupe les liens définitivement avec la France. Alors on me dit, oui, mais c'est facile de le dire. Mais oui, mais en même temps, bon, on ne sait pas trop, quoi. On sait qu'ils sont là pour nous nuire. Et puis, ce sont eux qui sont derrière Bozizé. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre du temps? Je ne comprends pas, hein, franchement. Donc, il est venu, là. Et quand j'ai su ça, non, il est très intelligent. C'est l'intelligence, ça, parce que il aurait pu rester chez lui en disant, voilà, quand j'ai fait mon... Comment on appelle ça, il a été intronisé, là, fait pour son deuxième mandat. Personne n'est venu là-bas. Ils ont tous boudé parce que la France donne l'ordre. Voilà, personne ne bouge. Comme ce sont des chiens de garde. Donc, ils sont là. C'est la France qui donne le tempo. Et donc, ils ne sont pas allés. Mais comme il est très diplomate, donc il ne sait pas de dire ouvertement parce qu'il a été interviewé par la chaîne Vox Africa, là, et puis il ne voulait pas l'attaquer directement. On a compris. Voilà, n'importe quoi. Donc, au début, voilà, pendant 30 ans, hein, il était au service de la France, hein, pour satisfaire aux exigences de la France. Hein, il n'est pas le seul, malheureusement. Les Macky Sall, comment dire, Alassane Ouattara, lui, il détient le flambeau. Donc, elle dit, Déby a tué tous les opposants pacifiques. Il a commencé par assassiner le président de la Ligue. Voilà, ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me suis pas trompé. En 2003, il y a eu le projet pétrolier. Voilà. En 2003, elle a rappelé qu'il y avait un projet pétrolier, hein, suivi par les Américains. Et là, ce qui s'est passé, c'est que on fait ce projet-là pour pouvoir enrichir, parce que c'est un gros projet pétrolier. Et Idriss Déby, lui, le moyen qu'il a trouvé, c'est prendre beaucoup d'argent, acheter des armes. Voilà, c'était sa motivation. Au lieu d'être motivé pour exploiter le pétrole là, et puis mettre au service du peuple, hein, de manière à ce que ça soit les Dubaï ou bien les Abu Dhabi et tout ça, voilà. Hein. Eh bien non, non. Il n'y a rien, délestage, tu as l'impression d'être enfin, on est au 21e siècle, il n'y a rien, quand tu regardes les images du Tchad. Vous vous rendez compte, alors que c'est des pays très très riches potentiellement, le sous-sol. Et elle explique, cette dame, très bien, elle dit que la France, en fait, depuis toujours, n'exploite pas tout. Elle exploite l'uranium, évidemment, pour Areva, et puis Orano, aujourd'hui, ça s'appelle Areva. Hein, ils ont changé de nom. C'est comme je dis, c'est des voyous et tout ça, ils changent de nom pour ne pas qu'on puisse les poursuivre. Mais maintenant, on a assez de recul, donc on comprend. Et bien, elle dit que leur démarche, très souvent les Français, c'était de garder ça, qui empêchait les Africains de pouvoir commercer avec d'autres personnes. Voilà. Mais elle garde toutes ces régions-là, c'est-à-dire là où vraiment il y a beaucoup de trucs, hein, uranium, du pétrole, de l'or, il y a tout ça. Hein, c'est-à-dire le Tchad, zone du Tchad, zone du Niger, hein, l'Afrique centrale, là, c'est très très riche. Et donc elle dit, jusqu'à présent, c'est ce qu'elle faisait. Maintenant, elle est dépassée parce qu'il y a les Chinois qui arrivent, hein, il y a les Turcs qui arrivent, il y a les Indiens, il y a... vous voyez, il y a un peu partout, et les Chinois, elle paniquent à bord. Et donc, elle fait n'importe quoi. Voilà. Donc pour terminer, elle dit qu'il n'y a jamais été panafricaniste. Voilà, ça je suis content qu'avant de terminer son interview, elle dit mais non, il n'a jamais été panafricaniste. Et elle parle en connaissance de cause. N'importe quoi. Hein. Elle dit c'est un pion important, hein, pour l'Occident, pour l'occupation de l'espace territorial. Voilà, c'est de ça dont je parlais à l'instant, hein, qui appartient au Tchad, au Niger, au Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso. Voilà. Tout cet espace-là, la France, elle a dit c'est à elle. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, militons massivement, hein, pour de bon, pour que les bases militaires françaises ferment. Tant que les bases militaires françaises ne fermeront pas en Afrique, on n'aura pas la paix. On n'aura pas la souveraineté. On n'aura pas la paix, ça c'est en premier, ça c'est sûr. Et la souveraineté même vient après. Bon, maintenant on me dira, oui, mais si tu es souverain, après tu fais ce que tu veux. Mais oui, mais c'est tout ça, ils nous ont cadenassés, ils nous ont mis en chaîne là, et donc on est en train de se battre justement tous les jours pour qu'on sorte de ça. Et on va y arriver. Il n'y a pas de doute. Parce que Aimé Césaire a dit, l'heure de nous-mêmes a sonné. Voilà, il a cité les champs de gaz, tout ça. Bon, en fait, merci à vous pour votre attention. Il faut partager au maximum. On est ensemble, on lâche rien. Et puis, voilà, on est dans nos bons droits, naturellement. Merci bien pour votre attention. À très bientôt.